Salut tout le monde, ce soir nous allons plonger dans un drame familial si silencieusement cruel que vous ne survivrez probablement pas à ça sans une tisane bien chaude et une couette bien lourde. Imaginez, 5 années entières à vous saigner pour votre famille. Vous payez leurs factures, vous couvrez les urgences, vous envoyez de l'argent pour que le prêt immobilier tienne debout, et tout ça sans réclamer une médaille ni même un merci. Rien qu'un petit « on est fiers de toi » aurait suffi. Mais bien sûr, vous êtes Macy, et dans votre famille, la reconnaissance est une langue morte. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Dites-moi dans les commentaires où vous écoutez cette histoire, et surtout, il est quelle heure chez vous? Je parie qu'il est pile le bon moment pour cette vérité qui pique. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond, et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Le premier signe que ça cloche, c'est ce ticket de caisse que vous retrouvez un soir, chiffonné entre deux courriers de relance. Une livraison de courses pour vos parents, encore. Du saumon, des bouteilles de vin, des snacks pour une soirée télé. Vous croquez dans une tartine de beurre de cacahuète avec une cuillère, et vous essayez de pas y penser. Dans la Rome antique, les filles aînées étaient souvent chargées d'assurer la subsistance de la famille quand le père manquait. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette responsabilité leur donnait du pouvoir, ou juste une vie de servitude. Et vous, là, entre 2 virements PayPal et 3 coupons de réduction, vous sentez que ce n'est pas du pouvoir. C'est de l'effacement. Ce dîner de promotion, vous l'avez imaginé pendant des mois. Pas un gala en robe longue, ni un feu d'artifice sur les toits. Juste une belle table, un peu de musique douce, les gens que vous aimez, et ce plat de pâte au four dont vous avez perfectionné la recette en regardant des tutos à minuit pendant vos insomnies. Vous avez même imprimé des petites cartes de menu. Oui, ça fait un peu ringard, mais vous étiez fier. Une fierté timide, discrète, comme le frisson qu'on ressent en fermant le dernier chapitre d'un long livre. Vous alliez enfin respirer. Mais quand l'heure arrive, rien. Personne. Pas un appel, pas un message pour dire on est en route, ou on a du retard, garde le vin au frais. Le téléphone reste noir et muet, comme si le monde entier avait oublié de vous inclure dans le programme. Les lasagnes refroidissent lentement, et vous restez là, à contempler les bougies qui coulent sur la nappe. Vous vous surprenez à espérer un klaxon dans la rue, le grincement d'une porte, un rire familier. Mais non. Silence. Dans le Japon médiéval, il existait un rituel où l'on plaçait des galets au seuil d'un temple, en offrande silencieuse pour les vœux oubliés. Ce soir, vos galets, ce sont vos plats, vos efforts, et votre attente. Les historiens se disputent encore pour savoir si les premières célébrations de fin d'études étaient plus sociales ou spirituelles. Peu importe. Ce soir vous êtes seul, mais lucide. La solitude a parfois un goût de clairvoyance. Et vous commencez à comprendre que votre absence dans leur priorité n'est pas un oubli. C'est un choix. Le lendemain matin, entre 2 gorgées de café tiède et un fil d'actualité rempli de photos de chats, il arrive. Le texto? Court. Tranchant. Sans ponctuation, sans cœur, sans la moindre trace d'hésitation. Tu n'es pas vraiment une priorité en ce moment? Vous le lisez 3 fois. Une fois pour être sûr. Une fois pour l'accepter. Et une fois parce que vos yeux refusent de croire que votre propre mère vient de dire ça. Par message, bien sûr. Pas même la voix. Les majuscules, elles, ont été économisées aussi. Vous savez ce qu'est une blessure propre? Une coupure fine, nette, qui ne saigne pas tout de suite. C'est exactement ce que vous ressentez. Un blanc? Une pause? Puis un vertige. En 1911, la première femme diplômée en médecine en France, Madeleine Bray, a dû essuyer des années de mépris de la part de ses pairs et de sa propre famille. Les historiens se disputent encore pour savoir si elle a continué par orgueil ou par conviction. Vous, ce jour-là, vous continuez par inertie. Vous ne répondez pas. Vous fixez le message comme s'il allait se transformer en autre chose. En une blague? Un malentendu? Une erreur de destinataire? Mais non. Votre nom est bien en haut. C'est pour vous. C'est vous qui ne comptez pas. Et puis quelque chose se fige. Pas un cri. Pas un effondrement dramatique façon film du dimanche soir. Non. Juste une idée qui germe. Si vous n'êtes pas une priorité, alors eux non plus. Et ça, c'est peut-être la première pensée égoïste, ou saine, que vous ayez eue depuis 5 ans. Il faut bien que les souvenirs remontent, un par un, comme des bulles dans un soda éventé. Vous avez passé 5 années à dire « oui » à tout. À aider, à donner, à envoyer de l'argent dès qu'un pneu éclatait ou qu'une infection dentaire frappait un oncle au chômage. Mais ce n'était pas que l'argent. C'était aussi les heures. Les week-ends à déménager les autres. Les nuits blanches à faire la queue aux urgences pour des gens qui avaient oublié votre anniversaire 3 années de suite. Le plus humiliant, vous vous en souvenez, c'était ce Noël où vous avez offert un bon pour une nuit dans une maison d'hôte à vos parents,
Et ils l'ont donné à votre frère. En riant, toi tu n'as pas besoin de ça, t'es toujours toute seule. Dans la Grèce antique, les enfants adultes restaient souvent dans le foyer parental, pour honorer une dette morale envers leurs géniteurs. Les historiens se disputent encore pour savoir si c'était réellement un devoir ou simplement un outil de contrôle. Vous aviez toujours cru que c'était de l'amour. L'amour ne devrait pas ressembler à un solde négatif. Et à une voix qui s'éteint un peu plus chaque semaine. Et pourtant, chaque sacrifice était avalé par la routine, classé sous « normal » et oublié. Un jour, vous avez annulé un voyage scolaire pour payer la vidange de la voiture familiale. Une autre fois, vous avez vendu vos livres pour avancer l'électricité. Et toujours, vous disiez « ce n'est pas grave ». Mais ce texto il est venu enterrer toute votre bonne volonté sous un sarcasme froid. Vous n'étiez pas une priorité. Ça, c'est une phrase qui colle comme une étiquette sur un colis jamais livré. Et vous commencez à vous demander « et si je n'avais jamais été leur fille mais juste leur plan B avec un rib ?» Ce qui vous frappe, ce n'est pas seulement l'absence d'amour. C'est la coordination. Parce que pendant que vous vous noyez dans le silence de votre propre fête, eux ils célébraient. Oui, une fête. Pour votre frère cadet. Des photos publiées sans filtre, guirlandes, gâteaux, ballons dorés, et même un DJ local, qui portait un chapeau ridicule. Le genre de truc qui coûte. Qui s'organise. Et surtout, qui exclut. Avec l'argent que vous leur avez envoyé, bien sûr. C'est ça le coup de grâce. La soirée a été financée avec votre générosité. En direct. C'est comme prêter sa voiture et la retrouver peinte aux couleurs d'un autre mariage. Fun fact, au XVIIe siècle, dans certaines familles bourgeoises européennes, on investissait tout dans l'enfant jugé prometteur, souvent un garçon, pendant que les autres servaient à équilibrer le budget familial. Les historiens se disputent encore pour savoir si c'était par stratégie économique ou par pur sexisme enraciné. Mais là, vous ne parlez pas d'un manuel d'histoire. Vous parlez de vous. De votre argent. De vos espoirs. Et d'un frère à qui vous n'en voulez même pas. Parce que ce n'est pas lui qui a choisi d'être l'élu. C'est juste qu'il ne vous voit pas. Comme les autres. Vous regardez les vidéos encore et encore. Vous vous y attardez. Un peu comme on gratte une croûte qu'on sait qu'on ne devrait pas. C'est une torture douce, presque clinique. Chaque éclat de rire à l'écran est un coup de scalpel. Chaque décoration, une gifle dans une langue élégante, celle de l'indifférence. Et ce soir-là, vous ne pleurez pas. Vous commencez à planifier. Planifier, chez vous, ça commence toujours par une liste. Pas un plan de vengeance spectaculaire à la Monte Cristo, non. Juste un tableau Excel. 3 onglets. L'un pour les dépenses passées. L'autre pour les interactions. Et le dernier pour les décisions à venir. C'est fou ce qu'on découvre quand on commence à comptabiliser l'invisible. En 5 ans, vous avez versé plus de 22 000 € pour tout et n'importe quoi. Des factures d'électricité, des abonnements téléphoniques, des soins dentaires, et même une livraison de meubles que vous n'avez jamais vus. À croire que vous étiez un service après-vente familial? Au Moyen-Âge, dans certaines seigneuries italiennes, les cadets payaient une sorte de dîme affective, pour rester en bon terme avec l'aîné qui héritait de tout. Les historiens se disputent encore pour savoir si ce modèle reposait sur l'obéissance ou la peur de l'exclusion. Vous commencez à comprendre que vous avez construit une version moderne de cette dîme. Une fidélité sans retour. Une loyauté non contractuelle, mais très coûteuse. Et pendant que votre frère reçoit les félicitations, les accolades et les discours pleins de promesses, vous notez, froidement, tout ce que vous avez donné, et ce que vous n'avez jamais reçu. Et dans l'onglet Décision, vous écrivez 3 choses. Ne plus rien donner, ne plus rien attendre, trouver une sortie qui ne ressemble pas à une fuite. Parce qu'après tout, même les pharaons exigeaient que leurs prêtres ferment les tombes des traîtres avec du plomb. Juste pour s'assurer que les fantômes ne ressortent pas. Et vous n'êtes pas un fantôme. Pas encore. C'est drôle, quand on cesse de tout donner, les silences deviennent bruyants. Les demandes implicites se transforment en regards lourds, puis en reproches camouflés sous forme de « Mais pourquoi tu ne dis rien, Messie ?» Eh bien parce que cette fois, vous avez décidé de dire avec vos actes. Le premier test arrive rapidement. Votre mère vous envoie un message vague. Tu pourrais nous avancer un peu pour la voiture? Ton père a besoin de faire la révision. Pas de bonjour, pas de s'il te plaît. Juste une commande, comme dans un vieux drive-in qui a oublié que vous aviez fermé. Vous répondez non. Une syllabe. 2 lettres. Le mot que vous n'aviez jamais su utiliser. Et là, silence radio. Pas de dispute. Juste rien. Comme si, sans votre fonction, vous aviez disparu. Les Vikings, paraît-il, pratiquaient parfois une mort sociale. On ignorait quelqu'un totalement, jusqu'à ce qu'il quitte le village de honte ou de solitude.
Les historiens se disputent encore pour savoir si cette méthode était plus cruelle que l'exil officiel. Vous expérimentez une version domestique de ce bannissement. Plus de textos. Plus d'appels. Pas même un emoji. Juste des notifications fantômes et un fil familial silencieux. Vie. Mais étrangement, vous ne souffrez pas autant que vous le pensiez. Loin de là. C'est comme si, enfin, on avait débranché le micro d'une comédie où vous n'étiez que figurante. Et pendant ce temps, vous continuez à vivre, à respirer, à découvrir que vos plantes en pot vous respectent plus que vos proches. Elles au moins réagissent quand vous leur parlez. Un matin, vous ajoutez une 4e ligne à votre liste de décisions. 4. Être fier sans permission. Et ce sera le début d'un nouveau langage. Le vôtre. La décision est prise, mais elle ne reste pas secrète bien longtemps. Le bouche-à-oreille familial, ce réseau invisible mais redoutable, fait son travail. Très vite, vous sentez les regards changer, les conversations s'arrêter quand vous entrez dans une pièce, comme si votre silence devenait un scandale public. Vous vous rappelez que dans la Rome antique, il existait un phénomène appelé le damnatio memoriae, où les personnages disgraciés étaient effacés des monuments et des archives. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette pratique était un châtiment ou une façon d'effacer les erreurs de l'histoire. Ici, c'est votre existence même qui semble remise en question. Plus qu'une absence physique, c'est une annulation sociale, un oubli volontaire. Et vous vous sentez paradoxalement plus vivant que jamais. Chaque message non répondu, chaque invitation ignorée, est une brique dans le mur que vous commencez à construire autour de vous. Un mur qui protège, qui sécurise, qui affirme. Vous commencez à retrouver votre propre voix, celle que vous aviez laissée s'étioler sous le poids des attentes. Vous retrouvez ce regard qui ne demande plus la permission de briller. Un soir, en écoutant un podcast sur l'histoire des femmes qui ont osé dire non, vous vous surprenez à sourire. Ce n'est plus la rage, ni la douleur. C'est une énergie douce, presque apaisée, mais implacable. Vous avez compris que la vraie victoire ne sera pas dans leur reconnaissance. Elle sera dans votre liberté. Et ça, personne ne pourra jamais vous le retirer. Alors que vous affinez votre nouvelle vie, un détail vous frappe. La solitude n'est pas synonyme de vide, mais parfois de répit. Vous vous souvenez des monastères médiévaux, ces lieux où l'isolement volontaire permettait la réflexion et la renaissance intérieure. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette solitude était une punition ou un refuge. Dans votre appartement, les murs prennent des couleurs nouvelles. Vous apprenez à dire non, à refuser les appels qui vous drainent, à éteindre les notifications qui ne vous servent plus. Vous redécouvrez le plaisir simple d'un café chaud sans interruption, d'une promenade sans explication. Et surtout, vous commencez à bâtir un cercle qui vous ressemble. Amis sincères, collègues compréhensifs, voisins curieux. C'est comme si, pour la première fois depuis longtemps, vous respiriez en plein air après une longue plongée sous-marine. Une bouffée d'oxygène inattendue, qui vous rappelle que la famille, ce n'est pas toujours un lien de sang, mais parfois une construction choisie. Le silence de votre famille résonne moins fort quand vous remplissez vos journées de rire, de projets, d'espoir. Et vous réalisez que la plus grande leçon que cette épreuve vous aura donnée, c'est celle du courage tranquille. Celui de se lever, de reconstruire, sans bruit, sans fracas. Juste vous. Enfin, le moment vient où vous décidez de faire face, mais pas de la manière qu'ils attendent. Pas de confrontation explosive, ni de cris. Juste une vérité posée sur la table, comme un verre d'eau froide. Au cou, vous écrivez une lettre. Pas une de ces missives enflammées qu'on brûle ensuite en regardant la fumée s'élever. Non, une lettre calme, lucide, où chaque mot pèse. Vous y décrivez les années passées à donner sans compter, les attentes déçues, les silences pesants. Vous y expliquez votre douleur, mais aussi votre décision. Ne plus être une source d'argent ou de confort, mais une personne à part entière, avec des limites. Le soir où vous envoyez cette lettre, vous vous sentez légère, comme si un sac invisible venait de se détacher de vos épaules. Dans l'histoire, il y a eu des révolutions silencieuses, des gestes minuscules, qui ont changé le cours des choses. Les historiens se disputent encore pour savoir si le déclic fut toujours dans le grand geste ou dans la somme des petits actes. Pour vous, cette lettre est ce déclic. Elle ne bouleverse pas tout immédiatement, mais elle allume une lumière. Quelques jours plus tard, des réponses arrivent. Pas toutes chaleureuses, loin de là. Mais elles existent. Et c'est déjà un début. Vous comprenez que la route sera longue, qu'il faudra du temps pour que les blessures cicatrisent, que les rancunes s'apaisent. Mais vous avez planté une graine, et pour la première fois, elle est à vous. Alors, ce soir vous fermez les yeux, et tout devient un peu plus doux. Il n'y a plus les cris du passé ni les attentes dévorantes. Juste un silence. Mais un silence à vous. Un silence choisi, qui respire avec vous, pas contre vous. Vous vous étirez dans votre lit, la lumière tamisée coule sur vos murs, et votre cœur bat au rythme lent de quelqu'un qui n'a plus à prouver qu'il mérite d'exister.
Vous repensez à tous ces moments où vous vous êtes tu, où vous avez mis votre bonheur entre parenthèses pour ceux qui n'ont même pas pris le temps de le remarquer. Et vous vous dites, jamais plus. À travers l'histoire, tant de femmes ont donné sans compter, jusqu'à s'oublier. Les anthropologues débattent encore pour savoir si c'est l'instinct ou la pression sociale qui a façonné ces rôles. Mais ce qu'on sait, c'est que certaines ont décidé d'écrire une nouvelle fin, et ce soir vous êtes l'une d'elles. Pas besoin de vengeance spectaculaire. Pas besoin de gifles dramatiques sous la pluie. Votre revanche est douce, silencieuse, irrésistible. Vous vivez pour vous. Vous avancez. Et ils vous verront, tôt ou tard. Pas comme celle qui devait tout, mais comme celle qui a tout repris. Demain, vous ferez du café. Vous prendrez peut-être un train. Vous enverrez un message à une amie qui vous écoute vraiment. Et ça suffira. Parce que vous, Messi, vous avez compris quelque chose que peu osent affronter. Qu'il vaut mieux être seul dans la vérité que bien entouré dans le mensonge. Alors maintenant reposez-vous. Laissez les battements ralentir, les pensées flotter. Vous êtes chez vous. Enfin.